C'est un peu la course à qui sera la plus mince en ce moment, et j'ai l'impression que tout le monde est en train de perdre. Les stars sont de plus en plus maigres, c'est une catastrophe. Ça nous permet de nous affamer, en fait, sans souffrance. Everyone in Hollywood is extremely skinny right now. Knowing that this is what young girls are looking up to makes me sick. En ce moment, j'ai clairement l'impression que toutes les hit girls sur internet, ton influenceuse préférée, ton actrice préférée, ta chanteuse préférée, elles sont toutes littéralement en train de disparaître sous nos yeux. À ce stade, c'est devenu tellement grave que c'est plus seulement une histoire de standard de beauté. Parce que même paraître en bonne santé, c'est plus un objectif. Tout tourne autour de qui aura l'air d'être la plus petite, avoir la plus petite taille, les plus petites jambes, la plus petite robe, le plus petit appétit. On est rentré dans une ère sur les réseaux sociaux et malheureusement dans la vie réelle aussi, et c'est là que tu te rends compte que le phénomène prend de l'ampleur où les mots être en bonne santé sont presque devenus une insulte. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est qu'on n'en parle pas vraiment, les gens ferment les yeux et on fait un peu comme si on n'avait pas le droit d'en parler. Le 6 juin dernier, Ariana Grande montait sur scène pour la première date de sa nouvelle tournée Eternal Sunshine Tour à Auckland. Les fans avaient attendu 7 ans et la première chose dont ils ont parlé, c'est de son poids. C'est vrai que ces dernières années, on avait appris une chose, c'est qu'on ne commente pas le corps des femmes. Donc dans cette situation, avec ce qu'on venait de nous apprendre ces dernières années, on n'avait que deux choix. Soit tu body shame, soit tu te tais. Il n'y avait aucune nuance entre les deux. Il n'y a pas de troisième option, l'inquiétude sincère n'a pas sa place. Donc en fait les gens se taisent, ou alors ils écrivent des commentaires par-ci par-là, de façon anonyme sur les réseaux sociaux. Mais ces commentaires n'arrangent rien parce qu'en vérité ils sont récupérés comme une preuve de haine ou de jalousie. Alors évidemment le but ici ce n'est pas de body shamer Ariana Grande ou aucune autre femme d'ailleurs. Le but c'est de s'interroger sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et surtout de se questionner sur les conséquences que ça peut avoir sur les jeunes femmes pour qui ces célébrités représentent un idéal, et même plus qu'un idéal, une référence. Parce que clairement, tout ne va pas bien quand on vit à une époque où des célébrités comme Tate McRae ou Zara Larsson sont considérées comme trop grosses. On a clairement dépassé le stade de la glorification de la minceur et on a basculé dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Hello tout le monde, moi c'est Léa et sur ma chaîne on parle de pop culture, on analyse des phénomènes de société comme celui-ci ou des célébrités, donc si ça t'intéresse, abonne-toi. La question que je me pose en fait, c'est est-ce qu'on vient vraiment de tuer tous les progrès qu'on avait fait ces dernières années en termes de bienveillance, d'acceptation de soi-même et de diversité des corps. Je sais très bien que tout est cyclique, mais pour autant, j'ai quand même l'impression qu'on est dans un passage bien sombre pour l'image de la femme à l'heure actuelle. Dans les années 90 et au début des années 2000, le standard de beauté dominant dans les médias occidentaux, c'était très simple, il fallait être la plus mince possible. C'était l'époque du héroïne chic, Kate Moss était sur toutes les couvertures et des corps translucides présentés non pas comme un idéal de santé mais précisément parce qu'ils en étaient aux antipodes. La fragilité c'était en fait l'esthétique à ce moment-là. Et pendant des années, personne n'a vraiment nommé à quel point c'était destructeur parce que tout le monde était dedans. Les magazines, les coiffeurs, les marques, les gynécologues qui suggéraient des régimes assez drastiques à des femmes parfaitement saines. Resolution number 1. Obviously we'll lose 20 pounds. Et puis, dans les années 2010, les choses ont vraiment changé. Le fameux mouvement body positive a émergé, et donc il faut être assez précis sur ce que c'était au début parce qu'on en garde une version un petit peu édulcorée qui ne colle pas exactement avec la réalité. Mais donc, ce mouvement était porté par des femmes grosses, et en fait, elles défendaient juste leur droit à exister dans l'espace public sans devoir se justifier, ou sans promettre de changer. Et à l'époque, ça a fonctionné, c'était radical, c'était politique, ça a eu un impact. Et petit à petit, les corps se sont diversifiés dans les médias. Les marques aussi ont commencé à faire des campagnes publicitaires avec des gabarits assez différents. Et donc on a eu un moment où on a vraiment cru qu'un changement structurel et long terme était possible à ce niveau-là. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'industrie a récupéré le vocabulaire du body positif sans en garder toutes les implications. C'est devenu un argument marketing plus qu'autre chose. Et la Gen Z, qui elle a grandi avec ce phénomène comme décor de fond, elle a commencé à romantiser une époque qu'elle ne connaissait pas vraiment. Et c'était le retour des critères des années 2000, de l'héroïne chic et de la maigreur comme identité visuelle. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le game changer actuel en termes de perte de poids, notre cher ami l'Ozempic. Au moment où ce médicament est entré dans l'équation, beaucoup de gens qui jusqu'alors prônaient le body positive ont comme de par magie changé d'opinion et ont eux-mêmes commencé à perdre pas mal de poids et surtout très rapidement. On peut le voir en partie comme de l'hypocrisie parce que c'est véritablement le jour où une espèce de pilule magique arrive sur le marché que le discours que ces personnes-là avaient jusque-là s'écroule. Et je mets des gros guillemets sur les mots pilule magique parce que rien n'est magique et rien n'est sans conséquence.
évidemment. Et si vous ne le saviez pas, l'Ozempic vient avec tout un tas d'effets secondaires. Les plus courants, ils vont affecter le système digestif. Ça va être des nausées, des diarrhées, des vomissements. Un autre effet secondaire qui est assez courant, c'est l'hypoglycémie. Après, il y a des cas moins fréquents où l'Ozempic peut causer des choses plus sérieuses, comme une pancréatite aiguë. Mais voilà, aujourd'hui, la plupart des gens qui prennent Ozempic sont prêts et sont conscients qu'ils peuvent sacrifier une partie de leur santé pour avoir le corps de leur rêve, en plus de potentiellement vider leur portefeuille. Il y a une règle non écrite à Hollywood qui est plutôt simple. On ne parle pas des corps. Et on ne parle pas de ce fameux médicament. Tout ce qu'on entend à la place, c'est « j'ai changé mon alimentation, j'ai travaillé dur, mais rien de plus ». Alors que le changement, il est visible et il est massivement visible. On parle de centaines et de centaines de femmes dont les corps ont littéralement changé de forme en quelques mois. Pas d'opération visible et pas d'explication. Juste moins. Et notre chère Ariana Grande, c'est l'exemple le plus parlant parce que c'est un des plus frappants, mais c'est aussi un des plus récents et peut-être un des plus médiatisés. Évidemment, elle n'est pas seule et la liste est longue. Je suis certaine qu'il y a plusieurs noms qui peuvent vous venir en tête directement parce qu'en fait, on est sur un truc qui arrive presque quasiment du jour au lendemain. C'est chaque red carpet, chaque campagne et chaque photo de paparazzi qui commence à refléter un même type de corps. Ariana Grande, elle est devenue le visage de ce moment, pas parce qu'elle l'a cherché, peut-être que si, en fait, on n'en sait rien, mais c'est pas vraiment le sujet non plus, mais parce que sa trajectoire illustre parfaitement le paradoxe dans lequel on est toutes coincées quand on essaye d'en parler. Ariana, elle a une carrière de 20 ans derrière elle a grandi sous les yeux du public et son corps a toujours été un sujet de commentaires. Ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est que des millions de personnes, pas des haters, mais des fans, des gens qui l'admirent depuis des années, ont commencé à véritablement exprimer une inquiétude sincère. Et cette inquiétude, elle a été gérée d'une façon qui est devenue en elle-même un moment culturel à analyser. Parce que Ariana, elle a déjà adressé le sujet dans une vidéo TikTok qui date de 2023. Hi everyone. I just wanted to address your concerns about my body and talk a little bit about what it means to be a person with a body. I think we should be gentler and less comfortable commenting on people's bodies, no matter what. There are ways to compliment someone or to ignore something that you see that you don't like. I know personally for me, the body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly and at the lowest point of my life when I looked the way you consider my healthy. Bon, évidemment, cette vidéo, elle a fait le tour d'internet. Et on peut comprendre facilement pourquoi elle a résonné. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Personne ne peut nier à quelqu'un la narration de son expérience propre. Sauf qu'en fait, cette vidéo, à l'époque, elle a été utilisée pour clore une discussion qui méritait peut-être d'être continuée. Parce que le mouvement body positive, le langage de « tu ne peux pas savoir ce que vit quelqu'un de l'extérieur », ce langage a été construit pour protéger les corps marginalisés. Il n'a pas été construit pour immuniser la maigreur extrême de certaines célébrités. En fait, c'est un peu détourner l'origine du propos. On fait en sorte que personne ne puisse nommer le phénomène sans être accusé de body shamer quelqu'un. Et ça, je peux comprendre l'intention, mais en réalité, ça devient un problème dans ce cas-ci. Bon, évidemment, tout ça ne sort pas de nulle part. Il y a une infrastructure économique entière qui a tout intérêt à ce que les femmes veuillent rétrécir. Et toute cette machine s'est vachement perfectionnée depuis les années 90. La différence avec le héroïne chic d'avant, c'est que cette fois, l'industrie n'a même pas besoin de te le vendre comme un régime. Elle vend de la santé, elle vend du bien-être, elle vend de l'amour-propre, et évidemment, ça, c'est beaucoup plus difficile à critiquer. Peut-être que toi-même, dans ton entourage, tu connais une ou plusieurs personnes qui ont pris ou qui prennent encore Ozempic. Personnellement, j'en connais au moins 3 et je pense que ça en dit assez long sur l'ampleur que ce phénomène a pris ces derniers mois. Dans certains pays, l'Ozempic est carrément disponible sur Amazon, livrable le lendemain. Il y a évidemment d'autres marques qui ont créé leur propre version des médicaments, mais en fait, partout, on retrouve ce vocabulaire du wellness qui a remplacé le vocabulaire du régime. Même quand le comportement derrière ces mots est exactement identique à ce qu'on appelait la restriction il y a 20 ans. Le rebranding est absolument brillant. La restriction est devenue de la discipline et la privation se fait avec intention. Et ça change tout parce que ça transforme un comportement potentiellement dangereux en une espèce de vertu morale. Il y a une conversation en ligne qui circule depuis quelques mois sur le White People Skinny. Cette conversation tourne autour du fait que ce qu'on appelle mince dans les médias occidentaux, ce n'est pas juste un chiffre sur une balance, c'est une silhouette précise, des hanches étroites, peu de courbes, un corps qui efface ses propres contours. C'est une morphologie qui correspond beaucoup plus naturellement au corps blanc qu'au corps noir ou latino. Donc en fait, c'est un standard qui est doublement plus cruel pour les femmes non blanches, parce qu'elles ont tendance à moins naturellement rentrer dans ces standards de beauté
beauté, en tout cas moins facilement, de façon générale, juste de par leur morphologie. Je regardais d'ailleurs une vidéo d'une jeune créatrice qui expliquait que dans sa jeunesse, même à son poids le plus bas, alors qu'elle avait été diagnostiquée d'un trouble du comportement alimentaire, en fait, en vivant dans un pays blanc, elle se rendait compte qu'elle était toujours pas assez mince aux yeux des autres, aux yeux des standards de beauté occidentaux. Et ça, c'est parce que le standard, il est juste pas calibré sur son corps à elle. Et peu importe en fait à quel point elle rétrécit, c'est un standard dans lequel elle pourra jamais rentrer. Ou très difficilement, tout simplement parce qu'il a jamais été conçu pour elle. Et ce qui est peut-être le plus pernicieux dans tout ça, c'est que les principales propagatrices du mouvement Skinny Talk, ce sont majoritairement des femmes blanches. Et c'est pas parce qu'elles sont plus cruelles, mais c'est parce qu'elles sont elles-mêmes victimes d'un standard encore plus contraignant qu'elles reproduisent elles-mêmes sur les autres femmes autour d'elles. Et c'est ce qui donne des situations comme Tate McRae, Sabrina Carpenter ou Zara Larsson. C'est des femmes qui font des shows et qui sont sur scène pendant des heures, qui chantent, qui dansent. Donc oui, leurs corps sont visiblement musclés et actifs. D'ailleurs, leurs corps sont objectivement plus minces que la majorité de la population, mais malgré ça, en ligne, elles sont qualifiées de grosses. Mais donc, qu'on se le dise honnêtement, aujourd'hui, si ces femmes-là et si ces corps-là sont qualifiés de gros, ce qu'on recherche en fait, c'est plus le fitness, ce qu'on poursuit, c'est plus de la santé, c'est juste de la fragilité. Aujourd'hui, il y a fondamentalement quelque chose qui a changé dans la façon dont les standards de beauté circulent, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce moment est différent des précédents. Pendant des décennies, le standard dominant, il venait d'un endroit précis, de l'industrie de la mode occidentale, des magazines américains et européens, d'Hollywood. On pouvait identifier la source, en tracer les contours, en critiquer les acteurs, mais aujourd'hui, c'est plus si simple. Aujourd'hui, on évolue dans un monde où les algorithmes ils effacent petit à petit ces frontières culturelles. Et c'est comme ça qu'aussi en Occident, on a vu apparaître d'autres critères de beauté, venant d'ailleurs, qui sont pas moins exigeants, pas moins destructeurs, mais qui sont juste emballés différemment. Je vais parler un petit peu de la K-pop, parce que c'est l'exemple le plus visible de ce que j'essaye d'expliquer. On a donc des agences sud-coréennes qui imposent à leurs artistes féminines des standards de poids documentés et extrêmement stricts. Ce corps, il est très très mince, il est aussi très jeune, et ils sont présentés comme un espèce d'idéal, une perfection totale. Cette esthétique, elle est devenue globalement très désirable via les réseaux sociaux, avec des contenus qui sont consommés par des millions de jeunes filles qui n'ont aucun contexte culturel pour les replacer dans ce qu'elles voient, c'est-à-dire le produit d'une industrie de divertissement qui est extrêmement dure avec les femmes. Mais la K-pop est pas le seul exemple de ce phénomène, évidemment, on pourrait s'intéresser à la Chine, parce que là c'est carrément des challenges viraux où des femmes démontrent leur minceur en comparant leur taille à des objets, comme par exemple une feuille A4, un iPhone posé à plat, et c'est des images qui font le tour des plateformes et qui arrivent en Occident absorbées dans un espèce de flux où tout se mélange. Ce qui est fascinant mais aussi très inquiétant, c'est que ces standards ne sont pas identiques. On a les corps idéaux de la K-pop, on a les standards de beauté japonais qui valorisent la petitesse et l'apparence juvénile, on a les tendances chinoises, ils viennent de contextes culturels, historiques et économiques très différents, mais ils convergent tous vers le même résultat, un corps qui efface ses propres contours. Et quand tout ça arrive dans le même algorithme avec la même force de normalisation, sans contexte ni distance, c'est plus juste un standard de beauté, ça devient une pression énorme, parce que peu importe dans quelle direction tu regardes, on te pousse toujours dans une même direction, prendre le moins de place possible. Faut pas croire, ces chiffres, ils ont un visage. Ce sont les adolescentes qui connaissent le nom des GLP-1 avant de savoir faire une déclaration fiscale. Ce sont des jeunes femmes pour qui des glucides représentent une menace plus sérieuse qu'une cigarette électronique. Ce sont des femmes qui arrivent dans la vingtaine et qui regardent leur corps avec une hostilité tellement normalisée qu'elles ne savent même plus que c'est pas normal. Or, le mécanisme, il est précis et il est documenté depuis longtemps, depuis déjà les années 50. Il y a un psychologue américain qui a théorisé en 1954 ce qu'il appelle alors la théorie de la comparaison sociale. Ce que ça dit, c'est que les êtres humains, ils évaluent leurs opinions et leurs capacités en se comparant à leur environnement. Ce que ça veut dire, c'est que quand ton environnement est saturé d'un seul type de corps, un type de corps extrême mais présenté comme la norme, le cerveau, il commence simplement à se recalibrer sur cette vérité-là. Et cette soi-disant vérité, en fait, elle devient sa référence de ce qui est normal. Et à ce moment-là, on parle même plus d'une question d'intelligence ou de volonté, c'est juste neurologique. Personnellement, j'ai observé ce phénomène dans mon quotidien. Quand je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à force de voir les mêmes visages et les mêmes corps défiler encore et encore, je finis par avoir le sentiment de pas être si jolie, pas être si désirable, pas être assez mince. Et c'est seulement au moment où je me déconnecte et que je reviens dans la vraie vie, quand je sors et quand je regarde les gens autour de moi, que je me rends compte que ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est
tellement loin de la vraie vie. Parce que le monde, il est radicalement différent de ce qu'on peut voir sur TikTok en réalité. Ce que TikTok présente comme un idéal n'existe quasiment pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les corps, ils sont variés, ils sont différents, ils sont pas parfaits. Ils sont juste normaux. Sauf que quand ton cerveau il est là-dedans, en fait, tu t'en rends plus compte. Ta référence, elle glisse petit à petit vers un idéal qui... c'est pas qu'il n'existe pas, mais il existe dans une réalité virtuelle en fait. Donc bon voilà, j'ai 27 ans, j'ai conscience de ce mécanisme, je l'analyse et je vois les effets qu'il peut avoir sur moi, mais j'ai quand même un certain recul. Ce qui me fait peur, c'est ce que peuvent ressentir ou penser des plus jeunes filles ou des plus jeunes femmes qui n'ont pas le même recul et qui donc peut-être ne se rendent pas compte que leur vision du monde, elle est déformée par un algorithme. Ce qui est aussi très bizarre à l'heure actuelle, c'est que c'est pas le contenu forcément le plus problématique ou qui a l'air le plus problématique qui fait le plus de dégâts. C'est pas vraiment les comptes pro-Anna comme on avait à l'époque cachés derrière un compte anonyme avec un mot de passe qui font aujourd'hui des ravages sur internet. Parce que ces comptes-là, les plateformes, elles font quand même un petit peu semblant de les modérer. C'est la créatrice qui va filmer son What I Eat in a Day avec une lumière dorée, une énergie positive, un contenu calorique qui suffirait même pas à un enfant de 7 ans. Et tout ça qui est emballé dans un espèce de contexte d'amour propre, de travail sur soi, de bien-être, de wellness, etc. Et donc l'algorithme, il fait pas la différence. Donc lui, il voit de l'engagement, il booste, c'est tout. Mais donc ce qu'on vit là, c'est pas nouveau. Il y a des chercheuses et des féministes qui ont déjà analysé, documenté, recherché tout ça bien avant que TikTok existe. Et bon, ça fait du bien d'avoir une petite figure de rappel parce que c'est un peu un problème si à chaque génération on répète les mêmes problèmes sans se rappeler qu'ils ont déjà été analysés auparavant. Ça nous aide pas vraiment pour essayer de faire progresser les choses dans le bon sens. Donc je vais vite fait vous parler de Naomi Wolf maintenant. C'est une écrivaine et une militante féministe américaine qui est née en 1962. Donc elle a publié un bouquin en 1990 qui s'appelle The Beauty Myth. Et dans ce livre, en fait, sa thèse, elle est d'une clarté qui fait encore mal à l'heure actuelle, tellement elle est vraie. Ça dit la chose suivante: à mesure que les femmes occidentales gagnent du pouvoir légal et économique dans la seconde moitié du XXe siècle, elles étaient simultanément soumises à des standards de beauté de plus en plus stricts et de plus en plus inaccessibles. Comme si rétrécir le corps était devenu le mécanisme de compensation au fait que les femmes prenaient de la place ailleurs. Il y a aussi Suzanne Bordeaux, c'est une philosophe américaine et professeure à l'université du Kentucky, qui est née en 1947. Elle pousse l'analyse encore plus loin, elle dit que les troubles du comportement alimentaire ne sont pas des pathologies individuelles déconnectées du contexte social. Ils sont la manifestation extrême d'une norme culturelle, l'idéal féminin de contrôle, de discipline, de contenance. La femme qui maîtrise son corps est admirée, celle qui ne le maîtrise pas, qui mange, qui prend de la place, qui déborde, elle est méprisée. En fait, ce que ces femmes ont compris et qu'on semble avoir oublié le temps d'un espèce de cycle de nostalgie Y2K années 2000, c'est que la minceur extrême, en fait, c'est pas une esthétique neutre. Du tout. Elle est beaucoup plus politique que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Derrière tout ça se cache en fait l'idée que les femmes doivent être petites pas seulement physiquement, mais dans l'espace qu'elles occupent, dans le bruit qu'elles font, dans la place qu'elles revendiquent. Alors en 2024, avec TikTok et avec l'Ozempic, avec tous ces commentaires sur Ariana Grande et sur Tate McRae, le message, il a pas changé. Il a juste changé de costume. C'est tout. Donc, tout ça, on nous a dit que c'était pour notre bien, pour notre santé, pour se sentir bien dans notre peau et dans notre corps. N'est-ce pas? Sauf que quand des femmes qui dansent plusieurs heures par soir sont qualifiées de grosses, et quand on préfère voir sur les red carpet un sternum bien saillant à un corps qui a l'air de manger à sa faim, à ce stade-là, on est loin de la conversation sur la santé. C'est en réalité une conversation sur combien d'espace les femmes ont le droit d'occuper. Et si tu te demandes comme moi pourquoi ce problème revient décennie après décennie avec une forme différente mais le même résultat, c'est peut-être parce que derrière, pour certaines industries, certains systèmes et certaines structures de pouvoir, le problème n'est pas vraiment un problème.